Excellent. Donc, c'est parti. Ben, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis contente que vous soyez là. Il y en a qui vont être sur YouTube plus tard. Aujourd'hui, je voulais regarder avec vous sur comment naturaliser, par où commencer pour naturaliser sa cour. Donc, ça fait vraiment un parallèle avec la formation que je donne, mais vraiment en hyper condensé. Puis, j'ai reformulé aussi quelques thématiques pour que ce soit plus accessible rapidement. Donc, la première chose que je veux faire avec vous, là, c'est vraiment regarder l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. C'est de faciliter votre compréhension des étapes qui vont vous amener à naturaliser votre cours. Que ce soit en hiver, vous pouvez commencer en hiver, que ce soit au printemps, à l'automne ou à l'été. Il n'y a pas de... Bon, en fait, il y a des meilleurs moments que d'autres, mais plus vous le faites rapidement, mieux c'est, à mon avis. Donc, ensemble, on va regarder les principales étapes qui vont vous mener à naturaliser votre cours. Je me présente parce que j'ai des nouveaux visages, mais il y en a aussi qui vont regarder la vidéo qui vont pas savoir qui je suis. Je m'appelle Rosalie. J'ai un bac en enseignement de l'éducation physique et une maîtrise en sciences de l'activité physique. Je m'intéressais principalement aux cours de récréation d'école primaire. Je me suis intéressée à la naturalisation. Puis après ça, ben, j'ai transféré là, mes connaissances. J'ai travaillé pour transférer mes connaissances pour donner de l'aide en garderie parce qu'il y avait peu ou pas d'aide justement vers la naturalisation. C'est pourquoi j'ai développé ce service-là d'accompagnement. Donc, je donne aussi des formations. Je donne aussi des fois du contenu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn. Je dépose vraiment du contenu, des fois gratuit, des fois payant. Donc, c'est c'est vraiment accessible à tous. Pour passer, pour en revenir au sujet, en fait, euh, donc, pour naturaliser sa cour, il y a des choses à faire avant. Une des premières choses qui est importante, là, c'est vous allez, ça m'arrive souvent, j'ai des directions de garderie ou j'ai des éducatrices qui viennent me voir qui disent, nous, on aimerait ça naturaliser notre cours, mais c'est pas clair pour tout le monde que c'est ça qui va se passer. Donc, l'important, c'est de clarifier votre vision, qui vous êtes en tant que garderie. Donc, est-ce que votre programme éducatif aussi est à jour sur, nous, on va vers quelque chose qui est vers l'éducation plein air? Est-ce que c'est quelque chose, la prise de risque, on est bien avec ça, que le tapis gazon, pour nous, ça fait plus, que les vêtements sales, ça se peut que ça arrive même à l'intérieur de la cour, parce qu'on sait que parfois le gazon, c'est pas si simple que ça, est-ce que ça tienne au sol? Donc, c'est vraiment de clarifier votre vision. Et puis pour clarifier sa vision, ben, il faut demander aux éducatrices. On va les regarder ensemble, là, point par point, là, même si je suis en train de me spoiler un peu, mais ça va être de sonder aussi vos éducatrices, où est-ce qu'ils en sont. Ça va être de consulter votre conseiller au ministère de la Famille. Ça peut vraiment être un outil intéressant, cette personne-là, ou rechercher du financement. Puis après ça, ben, je vais vous donner aussi un guide sur lequel vous pouvez vous référer pour juste commencer votre démarche. C'est un guide, je vais vous en parler plus tard. Donc, avant de passer à l'action, je vous en ai parlé, c'est de clarifier votre vision. La première chose à faire, là, c'est la même chose que le petit garçon qui veut construire un bonhomme de neige. Il faut de la neige pour construire son bonhomme. Donc, pour construire quelque chose, ben, il faut rassembler des ressources. Donc, est-ce qu'on a la même vision? Est-ce que tout le monde est sur le même pied, sur le même, ils veulent la même chose que nous? Est-ce que le programme éducatif aussi est à jour? Parce que là, tantôt, on parlait d'approche éducative. Est-ce que votre vision aussi de votre programme éducatif a évolué? Donc, ça, c'est une des choses à faire. Assurez-vous que les gens votre méthode, où est-ce que vous en êtes dans votre garderie, s'en va vers ça. Puis je vous dis ça parce que des fois, là, quand vous sondez vos éducatrices, les éducatrices sont pas tout à fait là. Hein? Ce sont vos collègues de travail, c'est eux autres qui vivent dans la cour, c'est eux autres qui vivent beaucoup finalement les intempéries de la cour. Donc, c'est important de les sonder puis de savoir qu'ils sont confortables avec ça. Puis, dans la formation, je dis souvent que, compte tenu que c'est elle qui l'utilise, ben, si on veut que ça fonctionne, il faut que ça vienne d'elle. Puis c'est vrai. Puis même si je m'adresse à des directions autant que je m'adresse à des éducatrices, vous êtes les personnes qui allaient faire en sorte que le projet va se réaliser ou que ça va être une réussite.
Fait qu'il y a vraiment une différence entre une réussite puis l'échec d'un projet. Euh, Puis c'est souvent basé sur le désir de l'éducatrice de mettre de l'avant cette approche-là. Donc, en sondant, avant de commencer la naturalisation, en les sondant, vous allez être en mesure de travailler avec leurs forces, puis de construire un aménagement qui répond à leurs besoins. Répond à leurs besoins, mais aussi peut aussi aller de l'avant avec des méthodes, d'autres types de méthodes évolutives. Question, Audrey? Ouais. Je voulais savoir par rapport au RSG dans l'envie familiale. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'adapter aussi sur la vision nature? J'en ai eu beaucoup que justement, ben, il y en a qui sont en appartement. Donc, tu sais, d'avoir justement des idées de naturalisation de la cour, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être adaptées justement à des contraintes demi-familiales? Oui. Ben, en fait, ça dépend c'est quoi les contraintes, mais il y en a définitivement moins Mhm. que dans les garderies, qu'il OK. y en a dans les CPE. Donc, ils n'ont pas les mêmes types de contraintes. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses en faisant les formations comme ça, les webinaires. Euh, Tu sais, on parle souvent de matériaux libres, polyvalents. Ça, c'est des choses qui peuvent amener. On parle aussi dans la naturalisation, on parle de topographie. On parle de diversité du matériel naturel. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ben, il y en a une qui faisait venir une tonne de terre, après ça, une tonne de feuilles. Puis plus ça, tu sais, les enfants jouaient dedans, grimpaient, l'utilisaient, à un moment donné, ça s'étendait. Après ça, fait venir une tonne de foin. On fait venir des bottes de foin, les enfants jouent avec ça, ça s'éparpille. Puis après un certain temps, ben, il y a un certain ramassage ou un certain éparpillage, réutilisation de la ressource. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça, en garderie, c'est pas tout à fait quelque chose qui peut être fait. Mais ça peut être fait, mais dans une moins grande ouverture que dans un RAG où il y a une personne ou deux Ouais. personnes. Fait que c'est un peu ça ce vers quoi c'est un peu ça l'argument, tu sais. Moins que vous êtes, moins il y a la prise de décision est moins grande. Fait que Ouais, ça peut être c'est une moins grande limitation. C'est pour ça que je dis que c'est plus possible dans un RSG, là. je comprends. Merci. C'est un plaisir. Donc, sonder les éducatrices, c'est aussi travailler avec leurs forces. Il y en a aussi qui décident de se joindre au projet. Moi, quand je fais la consultation avec les garderies pour naturaliser, donc quand je les accompagne, je les intègre dans le processus. Je leur envoie des questionnaires, on les analyse. Parfois, quand on fait la formation d'aménager, naturaliser la cour, on va même jusqu'à faire une activité de dessin. Donc, on dessine, puis on se pose des questions, on regarde c'est où les limites, qu'est-ce qu'on introduit pas. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on les sonde avant de naturaliser la couche. Consultez votre conseiller au ministère de la Famille. Pourquoi? Parce que cette personne-là va vous dire s'il y a des subventions qui s'en viennent, s'il y a des subventions disponibles actuellement, s'il y a des conditions que vous devez respecter, si vous devez répondre à certaines exigences, surtout par rapport à peut-être votre environnement ou peut-être il y a des visions aussi qui s'en viennent avec le ministère de la Famille, ils vont vous les partager. Donc, moi, l'année dernière, il y a des gens qui me contactaient pour la subvention de verdissement qu'il y a actuellement qui est en cours actuellement jusqu'au 15 décembre, ben, c'est le ministère de la Famille qui vous envoie ce courriel-là, puis souvent, vous pouvez les contacter pour voir c'est quoi les limites de cette subvention-là. Donc, ça peut vraiment être un atout là, de les contacter. On parlait de sous. Savoir si vous avez les sous, ça, c'est une autre chose. Euh, c'est un frein, parfois, à certains projets de naturalisation. Mais des fois, ça ne l'est pas parce qu'il y a vraiment des projets de naturalisation peuvent vous coûter 0 $ comme qui peuvent vous en coûter 200 000. Puis c'est vrai. 0 $ parce que vous allez faire des démarches, pas bénévoles, mais vous allez travailler pour aller chercher des ressources gratuites. C'est un peu ça, là, pourquoi je vous dis que ça coûte 0 $. Vous allez avoir au niveau public, ben, est-ce que c'est le ministère de la Famille qui vous donne un SPI? Est-ce que c'est la mesure d'avertissement? Est-ce que vous allez pouvoir faire affaire avec qu'est-ce qui est au public sinon? Euh,
il y a aussi des ressources internes. Je me rappelle plus trop, là, les ressources au public, là, il va falloir juste que je les ressorte. Mais aux ressources à l'interne, est-ce que vous avez des fonds de roulement qui vous restent? Est-ce que vous avez des surplus de fonds de roulement? Dans les services privés, ben, des fois, il y a des entreprises qui travaillent pour la promotion un peu. Ils veulent faire connaître leur entreprise un peu, mais ils veulent aussi donner du matériel aussi dans leurs valeurs. Par exemple, il y a des gens qui travaillent avec le bois. Est-ce qu'ils veulent contribuer à votre projet? Donc, que ce soit en matériel, que ce soit en temps ou que ce soit en argent. Donc, ils vont pouvoir vous contribuer à votre projet. Des entreprises locales comme Desjardins, des fois aussi, donnent des sous pour ça. Donc, c'est vraiment de sonder de manière globale là, tout ce qui se passe autour de vous, puis c'est d'être opportuniste là-dessus pour aller chercher du financement. Puis, il y a une chose qui est importante aussi, quand je parlais avec la dame de la QCPE au niveau de l'architecture, elle disait, pour faire un projet de naturalisation, c'est bien beau, tout comme projet de verdissement ou tout comme projet d'aménagement. Mais l'important, c'est de soigner sa bâtisse avant, c'est d'assurer que son terrain est prêt à recevoir de la naturalisation. Comprenez-vous? Donc, des fois, il faut s'assurer que les fondations peuvent accueillir notre projet. Est-ce que, dans le fond, nos fenêtres, il y a des fenêtres de brisées ou la fondation est quelque chose qui est fêlé dans la fondation. Donc, il faut vérifier ça avant de mettre des sous dans la cour. Donc, qui peuvent avoir un impact sur la fondation. Je dis ça parce que c'est déjà arrivé. À elle a fait un projet. Finalement, la fondation est à refaire. Donc, le projet, finalement, la pépine doit rentrer et tout. Donc, vous dépensez en double. Fait que ça aussi, il faut s'assurer que quand vous êtes prêt, tous les restants de la bâtisse est numéro un aussi, puis que votre sol aussi est prêt à accueillir votre projet de naturalisation. Alors, se référer à la marche à suivre. Donc, ça, c'est vraiment pour vous accompagner. Donc, on le voit très mal, mais grosso modo, moi, je contribue ça s'appelle voyons, le développement moteur et psychomoteur. Fait que c'est un organisme qui s'appelle l'Observatoire du développement moteur et psychomoteur. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en fait, eux autres, plusieurs organisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont créé un guide qui s'appelle Aménagement d'une cour extérieure petite enfance, mais également à l'école primaire. Le guide, vous pouvez le retrouver sur mon site Internet dans l'onglet Aménager, naturaliser sa cour, là, le service de design. Donc, vous allez avoir les documents là. Puis ça, c'est un document à cocher sur tous les éléments. Si vous voulez faire la, la, si vous voulez mener le projet à bien, ça vous aide à vous structurer. C'est bon? Fait que vous allez pouvoir le télécharger directement sur mon site Internet. Là, je vous mets en contexte parce que on est avant de passer à l'action de naturaliser sa cour. Euh, c'est quand même sommaire dans le sens où ça s'applique à n'importe quel changement qui peut être fait dans sa cour. Mais où est-ce que je m'en vais avec vous, c'est que il faut faire des choses avant, peu importe le type de projet. Puis quand on passe à l'action, là, on s'en va vers plus la naturalisation. Euh, Ça a tout un impact sur la naturalisation, c'est pourquoi je vous en parlais. Puis de passer à l'action, on va voir, il y a trois choses. Donc, quand vous avez tout fait vos devoirs avant, là, vous êtes prête à vous dire, OK, la première chose, c'est je veux savoir qu'est-ce que je mets dans ma cour. Après ça, il va falloir que je la sépare. Il va falloir que je regarde, tu sais, quel type de cours je veux, quel genre d'activité aussi, quel genre d'activité. Après ça, tu sépares en zones. Puis après ça, ben, tu offres des composantes de naturalisation que je vais vous décortiquer. C'est bon? Donc, il faut analyser les besoins d'activité. Puis pour analyser les besoins d'activité en fonction des saisons, on peut faire des exercices de dessin. Vous pouvez faire aussi poser des questions aux éducatrices sur ce qu'elles aiment. Poser des questions aussi sur ce que les enfants aiment. Puis souvent, tu sais, ça va être vraiment, moi je le vois dans les questionnaires, c'est beaucoup plus important la saison à laquelle, les commentaires sont beaucoup plus forts à la saison à laquelle j'envoie les questionnaires. Parce que c'est normal, on voit des choses pendant la saison dont on est là. Donc, ça peut être fait sur un an déjà. Voyez-vous?
comment il faut se prendre d'avance pour être sûr que c'est optimal. Puis aussi, les besoins évoluent, mais il y a vraiment une tangente que moi, je retrouve dans les questionnaires. Mais quand même, vous pouvez poser des questions, là. À la fin de chaque saison, vous pouvez poser des questions. Puis cet été, ou analyser, juste de regarder à travers la fenêtre ou d'aller dehors, mettre vos bottes, aller jouer avec les éducatrices une fois de temps en temps, une fois par 2 semaines. Ah, et puis aujourd'hui, comment ça va? Ouais, ici, ça s'inonde pas mal. Ici, ça marche pas parce qu'il y a beaucoup l'été, là, il y a des plantes ici, mais les plantes sont vraiment envahissantes. Fait que, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être faites mais il faut poser des questions par saison. Fait qu'il faut s'y prendre d'avance. C'est d'être à l'écoute des besoins des adultes et des enfants. Fait que c'est de se laisser des notes. C'est la même chose pour les éducatrices. Les éducatrices peuvent se laisser des notes puis donner ça en compte rendu à la direction. C'est simple. Après ça, la direction prend ça. Fait comme, ah, OK, parfait. Ben, on peut prendre ça. On sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui marche pas. Puis ça a tout été, c'est tout clair. Fait que déjà là, ça fait progresser plus rapidement le projet. Pour analyser vraiment le cours qui fonctionne, ben, c'est de regarder les zones qui sont plus achalandées. Est-ce qu'elles sont achalandées puis ça cause des soucis, ça cause des conflits ou c'est achalandé puis ça va bien? Qu'est-ce qui fonctionne dans la cour? C'est quoi les zones que les enfants aiment? Est-ce qu'il faut l'agrandir, la zone? Ou ou faut juste la retravailler? Donc, fait que c'est de voir aussi qu'est-ce qui est plus achalandé. C'est d'offrir des défis bien dosés. Offrir des défis bien dosés. Est-ce que les enfants ont besoin de grimper? Puis en fait, les structures qu'on a présentement ne répondent plus. Est-ce que on a un arbre, l'arbre est mature, est-ce qu'on peut leur permettre de grimper dedans? Il n'y a pas de roche, il n'y a rien autour. L'arbre est mature, il est fort. Est-ce qu'ils peuvent se percher à différentes hauteurs? Est-ce qu'ils peuvent faire de la vitesse dans une zone? Est-ce qu'ils peuvent jouer avec des petits outils? Donc, par des petits ateliers. Oui, il y a une question. Oui, la présentation va être là. Ensuite de ça, c'est de favoriser l'émerveillement à petite échelle. Je dis beaucoup, oups, je dis beaucoup, est-ce que pouvez stimuler les 5 sens? Puis ça va faire un lien avec la naturalisation, les composantes de naturalisation, mais c'est de favoriser l'émerveillement. Est-ce que les enfants peuvent être en contact avec la nature, pouvoir l'observer? Donc, c'est vraiment ça là, qu'on essaye de faire. Mais on doit analyser leurs besoins pour savoir ça. Puis il faut prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter, puis être patient. Je vous l'ai dit, ça prend au moins 1 an pour être optimal. Quand c'est rushé, j'ai l'impression que c'est pas optimal. Puis c'est vrai que c'est pas optimal. Fait que prenez l'année qu'il faut, prenez l'année en cours, allez chercher les informations, allez chercher les demandes de sub, préparez-vous pour ces demandes de sub-là pour être sûr que ça répond aux besoins. Puis quand ça va être fait, vous allez dire, il y a vraiment une satisfaction à ce projet-là qui va s'être monté. La prochaine chose, ça va être vos zones. Donc, on a analysé les besoins, on sait un peu ce que les enfants veulent par saison. Donc là, on est rendu à dessiner. On est rendu à dessiner, puis de se dire, OK, c'est quoi les activités que les enfants veulent faire? Donc, c'est quoi nos zones présentement? C'est quoi notre cours? Fait que vous prenez un papier, vous faites comme moi, vous prenez un papier, puis vous dessinez avec un crayon de plomb, une efface, une règle. Puis vous allez voir, là, vous pouvez même mettre ça peut-être sur un logiciel aussi. Donc, vous pouvez dessiner en fonction de certaines zones. Le ministère de la Famille propose soit la zone active, symbolique, créative et calme. Le RCPEM, donc une dame là, qui travaille au RCPEM, elle en propose 7. Donc, vous pouvez aller chercher un maximum de ces zones-là pour favoriser le développement global de l'enfant, l'émerveillement qu'on en parlait tout à l'heure. Puis si vous voulez aller vers une cour naturalisée, moi, je suggère, en fait, quand je dessine, je suggère beaucoup la zone de construction. La zone de construction, c'est la zone de pièces matériaux libres. Cette zone qui est vraiment, c'est cette zone qui est dédiée pour le plus gros matériel, je dis. Plus gros matériel parce que il se doit d'avoir du petit matériel un peu partout, mais les enfants ont besoin de construire et fabriquer. Donc, il faut vraiment une zone dédiée à ça. Ça peut être une zone polyvalente, ça peut être une zone gazonnée, ça peut être une zone avec du paille tiède, ça peut être l'idéal, c'est d'avoir une zone pour ça, pour le plus gros matériel. Donc,
Donc, définir ces zones, c'est de créer des limites claires autour de l'ensemble du projet. C'est vraiment bien dessiner. OK, ici, on veut la zone plus active, la zone plus symbolique, la zone plus créative, la zone plus calme. Puis dans le fond, là, ils se doivent aussi, là, la zone calme puis la zone, vous allez être d'accord avec moi, mais la zone active puis la zone calme, ils se doivent d'être quand même à l'opposé ou bien délimiter pour se dire, ben, il peut pas avoir quelqu'un qui va rentrer dans la zone avec un ballon ou avec un vélo ou avec... Donc, voyez-vous, respecter les zones bien délimitées avec de la végétation, ça peut être une chose. Puis aussi, c'est d'avoir la bonne taille. J'en parlais tout à l'heure. La bonne taille va dépendre de l'observation qu'on va en avoir faite. Si c'est très, très achalandé, est-ce qu'elle doit être plus grosse? Ou dans le fond, elle se doit juste être restructurée? C'est un peu ça. Oui, Audrey-Anne, j'entends pas. Le micro est coupé. Excuse-moi, j'avais enlevé mon micro. Oui, dans le fond, c'est ça, dans des cours polyvalents avec le matériel. Ouais. Nous, en fait, c'est ça. Nous, on est dans ce changement-là, puis on a une nouvelle installation qui a une cour nature en ce moment. Puis là, je voulais voir pour comment peaufiner justement les coins vu qu'elle est nouvelle. Nous, on n'a pas de module. Donc, on Mhm. a deux grosses roches pour monter. Puis c'est ça, là, dans le fond, c'est vraiment bien délimité par des, euh, des morceaux de bois, dans le fond, qui délimitent les zones. Ouais, Puis au milieu, c'est les low sparks qui sont là pour l'été. Puis moi, c'est plus mon plan de, dans une cour nature, l'hiver. C'est plus ouais, dans cette optique-là, justement, tu sais, quoi offrir aux, aux enfants, aux éducatrices pour que justement nous, notre but, c'est que dépendamment de l'installation, ben, on a différentes missions. Donc, on a 6000 pas à Limoilou, que eux, c'est euh, vraiment d'encourager d'aller à l'extérieur du ouais, CPE. Donc, on a vraiment des parcs, on a une rivière, ouais. la rivière Saint-Charles. Donc, tu sais, c'est vraiment dans cette optique-là. Mais quand ils ont envie de rester dans la cour, ben, l'hiver, quoi faire dans une cour nature? Fait que je ne sais pas s'il y a une option, dans le fond, par rapport aux saisons pour plus nous outiller là, là-dedans. Ben, en fait, c'est vraiment dans ce que vous allez offrir comme matériel parce que la neige, c'est un loose park, mais comment vous pouvez transformer la neige? Donc, est-ce que c'est du matériel que vous pouvez apporter? Donc, le loose park que vous allez on parle souvent de neige avec la pelle, mais on peut parler des chaudières avec la pelle, des caisses de lait avec la neige. On peut parler aussi, tu sais, j'encourage moi fortement, tu sais, il y en a qui vont avoir des vélos sans pédale, là, mais qui vont avoir l'option de petits skis en avant. Est-ce qu'on peut l'offrir cette option-là ou des raquettes? Est-ce qu'on peut faire un sentier dans la cour pour permettre aux enfants d'utiliser les raquettes? Est-ce qu'on peut donc, c'est vraiment dans cette optique-là, mais tu sais, il n'y a pas 100 000 options. Est-ce qu'on peut se construire un abri, justement? Ben, il y a 100 000 options. C'est pas vrai, il y a 100 000 options, mais avec le petit matériel, tu sais. Dans les bâches, est-ce que vous pouvez offrir des petits bouts de corde pour que les enfants puissent se faire des abris eux-mêmes? Est-ce que vous pouvez offrir justement donc, moi, ce que je suggère souvent avec la formation pièces matériaux libres, c'est de flipper du matériel. Mais arrivé à l'hiver, ben, on peut offrir d'autres types de matériel. Donc, ça peut être vraiment hot, là. C'est une autre façon de voir les choses, mais dès que la neige elle tombe, les enfants trouvent d'autres choses à faire avec le même matériel. Donc, rendu là, c'est plus un souci interne de l'éducatrice que je pense que l'apport de l'éducatrice est beaucoup plus importante que le matériel que ce qu'on va offrir, euh, qui va venir contribuer au développement global de l'enfant, là. Mais l'hiver, tu peux juste additionner, tu sais, ajouter du matériel, modifier le matériel, en enlever même pour peut-être en ajouter plus tard. Fait que ça peut être une possibilité, là. T'as répondu à ta question? Oui, OK. Donc, fait qu'une des cours qu'on avait designées, c'en est une. Donc, il y avait vraiment une zone de matériel libre, là, que ce soit à l'intérieur ici ou à l'extérieur ou le gazon. Euh, Plus une zone calme ici. Fait qu'on a naturalisé en posant des questions, justement, en sondant aussi, on est en milieu autochtone. Donc, il y avait des particularités intéressantes. Donc, avant ça, les autres, ils étaient prêtes avec leur budget. On a sondé. Ils étaient prêts aussi à ça. Donc, tout ça a été pris en compte, puis je leur ai demandé aussi qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, on a vraiment buildé quelque chose sur une vision claire, puis on a séparé les zones pour que ce soit cohérent. Donc, moyenne à élever, moyenne intensité, plus du jeu symbolique. Puis ici, plus du jeu symbolique aussi. Ben, en fait, ici, c'est plus le jeu symbolique, ici, c'est plus les jeux sociaux.
les carrés de sable. Puis il y a un espace là, pour se promener, contempler la nature, ainsi de suite. Il n'y a pas de module dans cette cour-là, mais les enfants peuvent construire et fabriquer, construire des espaces de jeu qui vont correspondre à ce qu'ils veulent. Donc, c'est de leur offrir du matériel qui va leur permettre de grimper, de construire, de fabriquer. Pour en venir... Oui, Andrea. Audrey. Faut ouvrir le micro si... pardon. À chaque fois, je m'excuse. Nous, ce qu'on aime, c'est l'enfant, c'est la réaction des parents. Ouais, Beaucoup, quand on dit qu'on n'a pas de module, l'enfant il ne sera pas. Donc, c'est dans cette nouvelle façon de voir justement une cour extérieure sans ouais, module. Ça amène beaucoup de questionnements ouais, sur comment l'enfant va s'amuser. Donc, c'est aussi une éducation parentale à faire, ce qu'on aime beaucoup faire parce qu'on leur explique tout le potentiel qu'un enfant peut venir en construisant son modèle de jeu dans sa tête, en y ouais, apportant du matériel justement qu'il n'y a aucune, au départ, aucune fonction, puis que lui, dans sa créativité, il va venir construire, qu'il va venir justement résoudre des petits conflits genre ouais. d'aménagement ou quoi que ce soit. Fait que ce que j'aime aussi en composante, c'est vraiment ça aussi, c'est de montrer aux parents le potentiel d'une cour nature, puis Ouais. de valoriser aussi que l'enfant est au cœur de son développement. Donc, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il a envie de construire, là. Ouais, tout à fait. Tu sais, tantôt, t'en parlais, l'utilisation de la cour à l'extérieur des clôtures, là, c'est tout aussi important, là. Il y a beaucoup de garderies, je dis beaucoup, mais qui sont à peut-être 500, 800 mètres d'un parc, qui ont quand même une cour. Euh, donc, tu sais, est-ce qu'on peut garder le module de jeu, tu sais, comme on garde le module de jeu en cas de panne d'inspiration nous-mêmes ou je ne sais pas quoi, mais ne pas l'utiliser comme ma première utilité, c'est intéressant les modules, c'est des beaux défis, mais ce qui est recensé surtout par des modules de jeu, c'est souvent les enfants vont aller se cacher là pour de l'ombre l'été. Ils vont faire des petits jeux sociaux, mais ça sera pas des jeux à intensité élevée, là. Loin de là, là. Donc, c'est vraiment ce qui est recensé par la recherche. Ça leur permet de se suspendre, tout à fait. Ça leur permet de grimper, ça c'est vrai. Tout autant comme une roche, tout autant que s'ils construisent leur module, puis c'est ce qu'il faut aller vers, à mon avis. Fait qu'est-ce qu'on peut l'utiliser comme le module peut être une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Fait que ça fait partie tu sais, j'en ai un juste en arrière de chez nous, là, un module de jeu avec dans le parc qui est juste à côté. Puis il n'y a pas souvent des enfants qui jouent là, malheureusement, là, ou heureusement, ou je sais pas trop, là. Mais ce qu'il faut principalement axer, puis je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas la seule. Puis il faut permettre à l'enfant de créer son propre module, que ça soit polyvalent. Ça me ramène à parler des composantes. Une cour naturalisée se doit d'inclure, entre autres, des pièces matériaux libres. Pièces matériaux libres, manufacturées, provenant de la nature. Je suggère souvent d'aller jeter un petit coup d'œil là, à la page 230, 231 du guide Alex, donc qui a été faite par la QCPE. J'en parle souvent parce qu'il est vraiment bien monté. On parle des pièces matériaux libres, on parle de l'approche par la nature, on parle de la cour naturalisée. Donc, vous pouvez vous y référer rapidement. Donc, il y a vraiment du beau matériel là-dedans. Puis 230, 231, ça parle vraiment du matériel. Fait que vraiment, il y a une liste de choses que vous pouvez aller chercher. Une autre composante, c'est de fournir un lien direct avec la nature. Qu'est-ce que l'enfant peut être en contact avec la nature, l'observer, voir les processus évolutifs de la nature. Puis l'avant-dernière chose, c'est est-ce qu'on va chercher ces cinq sens? L'ouïe, le goûter, le toucher, l'odorat, puis l'observation. Est-ce que l'enfant peut voir la nature grandir? Est-ce qu'il peut la goûter? Est-ce qu'il peut la sentir? Est-ce qu'il peut écouter les oiseaux? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui viennent dans la cour, dans l'arbre qu'on a? On a un arbre mature. Donc, il faut avoir des environnements propices pour ça. Il faut les créer. Il faut les réfléchir. Puis l'autre chose, ben, c'est offrir du défi. Il y a beaucoup de cours, moi, qui commencent à me dire, j'aimerais ça avoir un espace pour le jeu de chamaille. Hein? Fait que c'est un jeu à moyenne et haute intensité. Donc, est-ce qu'on peut mettre le jeu de chaman? Est-ce qu'on peut l'initier? Est-ce qu'on peut le localiser à un endroit sur une grande cour? Est-ce qu'on peut leur permettre de se cacher? Est-ce qu'on a les arbres qui permettent entre autres de se cacher? On a des tunnels de sol les enfants peuvent passer au travers, que ce soit aussi des maisonnettes. Au début, j'étais pas très maisonnette, mais je commence à apprécier parce que, euh, surtout dans l'espace plus symbolique, les enfants peuvent se cacher à l'intérieur de ça.
surtout pour les carrés de sable ou les mud kitchen qu'on appelle, parce que les enfants, souvent, ils ont tendance à prendre le sable puis s'en aller avec. Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de table pour que les enfants puissent jouer dessus. Donc, la maisonnette, elle a sa petite table aussi. Donc, il faut de l'espace pour que les enfants puissent manipuler, sentir, goûter, toucher. Mais c'est dans cette tangente-là, là, donc avec la maisonnette, voyons, j'étais un peu perdue dans mes idées, mais grosso modo, stimuler les cinq sens puis offrir du défi. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Puis ils peuvent se cacher aussi dans la maisonnette. Les petits outils, j'en ai parlé, la vitesse, est-ce qu'ils peuvent descendre une colline? Moi, je fonctionne souvent. On a parlé de grosses roches tout à l'heure dans la cour pour grimper. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les buttes. Parce que les buttes sont polyvalentes, autant l'hiver que l'été, que l'automne. Puis elles s'intègrent bien dans l'environnement. Les roches, souvent, c'est ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir mettre une surface d'absorption. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour la naturalisation de la butte. Pièces matériaux libres, je vous en présente. Vous avez les bûches, on en parlait tantôt un peu, mais c'est toutes des possibilités. Puis sur cette photo-là, ben, on voit un enfant qui les combine. Fait que ça devient vraiment intéressant. Donc, ils viennent construire leur propre idée. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Avez-vous des questions? Dans le fond, habituellement, j'en fais un par mois, un webinaire. Là, ce mois-ci, au mois de décembre, j'en ferai pas parce que habituellement, je le fais le dernier mercredi du mois. Mais ça va être pendant le temps des fêtes et pendant le temps des fêtes, je serai aussi en repos. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais être de retour aux alentours du 10 janvier. Puis le 31 janvier, il va y avoir le retour des webinaires. C'est bon? Super, merci. Mais merci à vous, puis je vous souhaite une excellente fin de journée, puis merci beaucoup là, d'avoir participé à ce webinaire. Ça fait Merci. plaisir. C'était mon premier, mais ça ne sera pas mon dernier. Merci. Merci. Bye bye. Bye.